Oui, alors bonjour à tous. Ici, je vais donc poursuivre sur une analyse, on pourrait dire à la fois forensique et à la fois très minutieuse, en d'autres termes, une disquisition de ces peintures, de ce qu'il en était auparavant par rapport à Jérôme Bosch. Et là, c'est par rapport à Hérimède de Blaise, qui était l'un de ses disciples dans son atelier, donc dans la même époque, vous pouvez le voir, 1485-1550, c'est une période intermédiaire entre les feux des guerres principales de cette période-là. Donc effectivement, on est effectivement en tout début de Renaissance. Et puis effectivement, c'est une période assez fine. Mais par contre, entrons directement dans le vif du sujet. Alors, nous allons grossir cette peinture. Bon, nous voyons que effectivement, cette peinture d'Héry de Blesse paraît un peu à première vue, un peu grossière dans son trait. Alors effectivement, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons à la fois une peinture structurée. Il est probable qu'il s'agit, de toute façon évident qu'il s'agit d'un détail, mais au sein de ce détail, nous allons cerner d'autres détails, sous-détails si vous voulez. Alors effectivement, c'est une peinture qui est à la fois bien sculptée, qui est à la fois bien dessinée. Hein, on voit qu'il y a une certaine... le trait est un peu en relief, si vous voulez. C'est une texture en relief, légèrement sur le plan, comment dirais-je, d'une forme de tridimensionnalité dans les jambes des personnages, dans le visage que vous voyez à droite monstrueux, qui a une bouche gigantesque. Enfin, euh, c'est moins net avec les bâtiments et le fond, l'arrière-fond, enfin le plan à l'arrière, ainsi que le feu, qui paraissent un peu plats. Mais par contre, on voit au niveau des personnages, on descend un peu en bas, on voit que quand même, le peintre a fait un effort de mise en relief. On voit qu'il y a une forme un peu boudinée, un peu cylindrique quand même, donc dans ses membres et de ses corps et dans la mise en relief, si vous voulez, dont je parle, de cette première, de ce premier plan, pardon. Et on constate qu'il y a en fait dans ce détail deux plans, hein. Le premier plan, effectivement, qui encadre des personnages et des monstres, et le deuxième plan supérieur qui encadre un fond, un paysage, un, un- un fond comme un décor paysagesque, euh, et qui indique en fait que nous sommes dans une nuit plutôt profonde, mais occupée par une activité métaphysique, hein. Donc, alors, on repère, évidemment, cela ne vous aura pas échappé, à cet endroit, une créature angélique enfermée dans une sorte de bocal en verre, ou plus exactement, là je viens de me rendre compte que c'est pas cela, mais c'est plutôt la métaphore d'une forme d'auréole, d'un aura qui est organisé par les pourtours d'une porte qui s'ouvre et qui dégage une lumière un peu jaune or clair, jaune doré clair, autour de cet ange, de cette personne, de cette entité, ou de cette personne, de cet ange ou de cette personne angélique, enfin je ne sais comment dire, on a du mal à distinguer d'ailleurs, il faudrait que j'ai une résolution meilleure, mais effectivement, une porte avec euh, une porte s'ouvre. Cependant, on ne voit pas les liens, les cordes qui permettent à cette porte de se retenir lors de sa descente. Donc, on a vraiment du mal à comprendre, hein. On voit une échelle vaguement à la droite de la porte qui la croise dans des lignes croisées. Et puis, effectivement, que voit-on d'autre? Nous voyons ça, par exemple, c'est typiquement ce que vous voyez là, une tour à la Jérôme Bosch. Donc, Hérémède de Blesse est inspiré dans le Jardin des Délices ou au niveau du Purgatoire, plutôt dans le Jardin des Délices, évidemment,
cette fameuse tour avec cette sphère trouée, bon voilà. Et puis, ce qui distingue Hérimède de Blesse de Jérôme Bosch, c'est qu'il va travailler ces personnages d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il y a plus de, comment dirais-je, de sinuosité dans les postures des personnages. On voit qu'il y a un certain repos par rapport chez eux, par rapport à des membres plus souples euh, qui, sont, euh, qui sont toutefois en alerte. Même s'il y a moins de raideur et plus de souplesse, eh bien, pour autant, les choses ne sont pas aussi drôles qu'elles y paraissent, puisque on voit ici les enfers, hein, évidemment, s'entr'ouvrir de la terre, un peu comme si la bête sortait de la terre, comme il est dit dans la religion, et on voit effectivement là un personnage diabolique qui met quelque chose dans sa bouche avec son bras, vous le voyez ici, une sorte de baguette noire. En tout cas, il est ventru. Il a des cuisses de grenouille, un ventre opulent, qui est un peu gargantuesque. Mais voilà, donc il est là, il est un peu le gardien de cette porte. On en voit un autre ici avec un entonnoir, une sorte de casque entonnoir sur la tête. Plus effectivement une sorte de un arbre, hein, vous le voyez ici, mais à la base il y a aussi derrière ce tronc une autre créature diabolique aux membres très fins et ventrus qui est derrière dissimulée. Et puis aussi sur la droite on peut repérer une autre créature, donc ça fait une, deux, trois créatures autour de cet arbre que vous voyez là dans ses branches. Et puis, donc, une, deux, trois et quatre créatures avec oui, avec, comme je disais, cette créature qui est à gauche, qui a l'air de s'assoupir lorsque ces pauvres damnés sont enfermés, aspirés dans cette bouche, dont on voit qu'il y a un relief subtil dans les creux dans les creux et le relief de ce visage. Et donc ça, chez Bosch, on le voit moins. On voit, on voit toujours des grandes, notamment cet énorme visage que l'on voit dans une de ses peintures, qui est un visage qui emprunte des matériaux et des supports de paysages à une échelle gigantesque. Là, non, on voit que chez Hérimède de Place, à deux reprises, dans la Tentation de Saint-Antoine, il pose comme ça une tête avec une bouche qui s'ouvre dans le sol, mais qui est un peu, comment dirais-je, qui est très simplifié, quoi. Là, on voit vraiment que le visage est assez bien défini vers un certain réalisme dans l'expression. Pour autant, il se conjugue à celui-ci, eh bien, une sorte de grand théâtre dans lequel, comme dans une bouche énorme, une gueule, je veux dire, pardon, dans laquelle il y a une forme d'humanité qui, si on regarde bien en détail, qui est peu discernable. Euh, C'est-à-dire que on voit essentiellement que, comment dire, qu'il y a une foule qui semble, comment dire, à la fois s'écraser elle-même oui, qui semble s'écraser sur elle-même. On voit ici un personnage avec un bras, vous voyez, par un éclaircissement des tons de la peinture. On voit qu'il y a un personnage. Alors, euh, ceci est un sein qui est sous le bras. Est-ce que c'est une femme? Bon, est-ce que c'est un démon? Bien évidemment, peut-être qu'un démon. On voit une sorte de main. Enfin, vous voyez, donc on voit le pouce, ici peut-être les doigts, bon. Donc, et là c'est la tête peut-être, donc voilà, mais cela n'est pas clair, mais c'est certainement une créature, en tout cas, les enfers entr'ouvrent leur gueule, et puis on voit un personnage ici, là, qui exige, vous voyez ici, de ne pas rentrer dans cet enfer,
Sauf qu'il y a à l'arrière un personnage qui a l'air soit de le pousser, soit de le retenir et de l'attirer vers lui. Donc, ce personnage est pris dans une division entre ce personnage euh, qui est ailé enfin, qui a une espèce d'aile, vous voyez ici, une aile rouge. Alors, est-ce le drapé qui produit cela? C'est pas très clair. On voit bien, ah bah oui, voilà, là on voit bien qu'il y a deux bras, pardon, excusez-moi. Donc il y a un bras qui tient un, un élément iconographique, soit militaire ou religieux ou d'appartenance communautaire dont je ne pourrais vous parler. Et puis, donc on voit ce bras qui tient cette lance, enfin voilà, ce, ce bâton, et puis un autre bras qui tient ce personnage. Mais effectivement, il est clair qu'il a une aile rouge, donc c'est une entité surnaturelle, évidemment. De l'autre côté, on voit un homme et une femme qui sont bloqués par un gardien. Hein, on voit bien que c'est une sorte de gardien qui est assez peu vêtu. Hein. D'ailleurs, les deux personnages à droite en rouge comme à gauche sont assez peu vêtus. Et puis, eh bien, comment dire, on pourrait dire, il canalise depuis cette gueule ouverte, cette foule qui tente de sortir de cet enfer, comme ce personnage que l'on voit avec le genou posé sur le sol, enfin sur un certain sol, mais ils sont. Alors, il y en a un qui est dans une dynamique, qui veut sortir de cet enfer, mais il est retenu. Ou alors est-il aidé pour en sortir? Là, c'est toute une ambiguïté. Et puis ces deux personnages, cet homme, cette femme, nus, évidemment, complètement. Il faut savoir que les damnés sont complètement nus, hein, sont dépossédés de tous leurs attributs. C'est leur nudité qui fait que ils sont dépossédés de l'avoir et qu'ils sont réduits à l'être. Mais l'être lui-même est réduit en deçà de lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a comme une forme d'oxydation par la pression de l'environnement. On ne connaît pas la pression en termes de thermodynamique dans cet environnement imaginaire ou imaginé ou inspiré, comment dirais-je. En tout cas, on voit que effectivement, eh bien, ces deux gardiens ont un bâton qu'ils tiennent dans leurs mains, dans leurs bras droits, et ils retiennent, ils canalisent cette foule en souffrance. Enfin, on voit bien que, on sent bien qu'il y a une espèce d'entassement et d'écrasement de cette foule dans une sorte de magma indiscernable. Et puis on voit, alors là, dans le premier donc dans la partie du premier plan, je rappelle qu'il y a deux plans, comme je l'ai dit, le premier plan où il y a des personnages et le deuxième plan où il n'y a pas de personnages avec, enfin, sauf ces personnages étranges, cette entité étrange qui sort de ce bâtiment, avec effectivement quand même, on voit au-dessus des créatures diverses et variées. Et puis, alors là, effectivement, bon, bah, c'est très explicite. Vous voyez qu'il y a des monstres, des entités surnaturelles. La première avec une sorte de tauge rouge, un bouclier. Il y a des espèces de patins ou des chaussures très pointues, très longues. Enfin, vous voyez son visage qui est affreux, qui est extrêmement extrêmement vide, extrêmement lissé, acidifié. Enfin, on sent qu'il est sous la corrosion de quelque chose. C'est un visage de rétracté, mais au niveau de la monstruosité, où ses yeux noirs, vous voyez, sortent comme des orbites, où on ne sait pas ce qu'il y a, des trous peut-être dans ces orbites. Et puis là c'est carrément le pompon. On voit un bras soutenu par deux jambes. Enfin, on voit surtout un visage prolongé d'un bras avec un couteau qui martyrise, qui va planter un damné euh, qui est étouffé par un drap, qu'il est obligé de se mettre et de s'asphyxier tout seul, pour autant qu'il ne sache absolument pas ce qui lui est fait à l'arrière. Il y a évidemment une posture érotique, mais cet érotisme, il est occupé par la castration de dommages corporels physiques, si vous voulez, menaçante, puisqu'il y a ce couteau qui est brandi au-dessus de ce postérieur, et donc effectivement, on voit bien que non seulement ce damné est nu, mais il est sous la pression infernale d'être poignardé
euh, comme on pourrait dire sur Terre, il y a des endroits qu'il faut éviter, quoi. On peut se faire dépouiller, voler, et dans certains endroits sur Terre se faire poignarder pour pas grand-chose. Et puis donc là, on voit effectivement un autre monstre avec une sorte de d'antenne au niveau du genou, un casque, toujours ce visage très simplifié avec des orbites noires comme ça, vous voyez, et puis un visage triangulaire, on voit bien ici, là, euh, surplombé, enfin, comment dire, oui, surplombé d'un casque en forme de dôme un peu, et puis qui fait rentrer une personne dans un entonnoir, et dont la chair et les os se prolongent comme d'une façon extensible, de manière un peu comme un élastique, comme si son corps était devenu caoutchouteux et élastique, et pour en ressortir, d'autant plus coincé, voilà, et sur un feu. On voit qu'il crie, il souffre de ce feu, il n'a pas beaucoup de cheveux et il est complètement euh, contrôlé, manipulé par cet autre monstre aussi, que l'on voit, qui a des membres un peu caoutchouteux, un peu comme, un peu comme les grenouilles, comme on le voit en herpétologie, toutes sortes de reptiles étranges. Là, ce sont des mollusques un peu voilà, étranges. Et puis à la fin, pareil, on voit une sorte de grenouille et toujours derrière un monstre avec ce visage qui fait penser un peu au creepypasta que l'on peut voir sur Internet, avec des trous, des orbites effacées, et son regard très noir, qui est un regard tyrannique, qui est insondable et qui est unilatéral. Voilà, voilà ce qu'on peut dire, c'est que en fait, eh bien, ce tableau est absolument impressionnant d'imagination. Il me paraît quand même moins dense en termes d'arguments imaginatifs que dans les tableaux de Jérôme Bosch. Mais bon, nous n'avons ici qu'un détail, je le précise. Et puis, c'est ce que nous pouvons dire en conclusion, c'est que nous sommes évidemment dans une projection d'un enfer, mais cet enfer n'est pas si éloigné que ce n'est pas si éloigné que n'est pas aussi éloigné que n'est pas aussi éloigné puisqu'il de la Terre, de la surface terrestre, puisqu'il se conjugue à la surface terrestre. Il y a une forme de juxtaposition de cette de cet environnement des enfers avec l'environnement terrestre. On voit un feu à l'arrière, on voit d'ailleurs en hauteur effectivement des personnages pendus. Alors, sont-ils exposés au feu? Peut-être que d'une manière tridimensionnelle, les flammes s'avancent de l'arrière-plan vers le premier plan et ils sont en train de brûler par rapport aux flammes qui s'échappent à l'arrière-plan. Mais en tout cas, ça brûle de manière continue, c'est un feu de manière continue, puisque en fait, on a l'impression qu'il y a une espèce de carburant ou de comburant qui ne, qui ne s'épuise jamais, qui est cette espèce de château à l'arrière avec cette fenêtre munie d'une grille. Donc, effectivement, cela peut représenter, d'après certains experts en histoire de l'art, une maladie au Moyen Âge, du haut Moyen Âge, je veux dire, qui était en début de Renaissance, qui était effectivement certaines maladies dues à une sensation de brûlure permanente. Donc voilà, je pense que vous pourrez consulter cette source qui est l'émission en histoire de l'art, des illustrations d'histoire de l'art donc religieuse sur KTO TV, ce magazine Histoire de l'art. Et puis, donc voilà, pour en revenir à notre sujet, on voit bien qu'il y a aussi une forme au centre qui est difficilement, on peut difficilement discerner. Vous voyez qu'il y a une masse noire au milieu là. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Si vous le voyez, ben, tant mieux. Moi, j'ai du mal à le voir. En tout cas, il semblerait qu'il y ait ici une sorte de tête avec une sorte de grand cou, une sorte de serpent qui entoure cette tour. Cette tour qui est peut-être un clin d'œil à Jérôme Bosch, son maître, qui faisait partie du Jardin des Délices. Donc, est-ce un Jardin des Délices qui a croué vers les enfers?
qui s'est transformé, qui s'est aliéné comme un quartier d'une ville, semé par la misère, semé par comment dire, l'érosion de la misère, de la corruption, qui devient un quartier à éviter. On passe d'un magnifique jardin des délices avec cette tour à tout d'un coup une sorte d'enfer. Donc cette juxtaposition d'une dimension terrestre à une dimension surnaturelle des enfers met en présence, disons, prononce au premier plan la présence de ces enfers sur cette surface terrestre. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas la surface terrestre qui est rendue d'autant plus présente dans les enfers, mais c'est plutôt l'inverse, je dirais, c'est plutôt les enfers comment dire, qui se mêlent et qui se posent sur la surface terrestre. Et donc on voit cette obscénité en premier plan, comme vous le voyez, pour le premier étage du tableau, où là vraiment, on est vraiment dans quelque chose à la fois d'infernal, presque de comique, avec une dimension humoristique, quelque chose qui est euh, très imaginatif, évidemment, mais qu'il faut prendre comme quelque chose, évidemment, de métaphorique par rapport aussi à nos temps actuels, ou d'une manière intemporelle à tout ce qui peut se passer dans les sociétés successives au cours de l'histoire des temps, au cours des temps, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des sortes de gardiens, des sortes de créatures infernales qui ne correspondent pas du tout aux forces de police, bien évidemment. Les policiers ne sont pas du tout dans ce rôle-là, pas du tout. Les policiers sont des médiateurs, ce sont des gens qui neutralisent, ce sont des gens qui enquêtent, ce sont des gens qui peuvent faire du mal parfois, effectivement, il y a toujours quelques exceptions, mais ce n'est pas le propos. Ce ne sont pas des, ce sont, si vous voulez, des gardes, mais qui, j'allais dire, donc jaillit d'eux une activité à 360 degrés dans leur périmètre d'action et ne contrôlent pas vraiment ce qu'ils font. Ils ne se contrôlent pas vraiment. On ne sait pas très bien. Pour les premiers gardes, ce sont des créatures surnaturelles. Les seconds gardes, dans la seconde bande supérieure que l'on voit ici, qui tiennent ces personnages damnés, eux ont une forme relativement humaine, si ce n'est qu'à cette aile rouge très curieuse. Et donc, effectivement, il y a toujours une condition initiale, enfin, il y a toujours une sensibilité initiale qui peut, chez ce personnage, pourtant qui a l'air humain, mais on peut considérer qu'il peut y avoir quelque chose de surnaturel, mais qu'on ne voit pas, puisque tout le reste des personnages est occupé par un organisme surnaturel, enfin en tout cas une configuration surnaturelle plus extravagante, évidemment. Je ne sais pas si on peut les hiérarchiser, mais en tout cas c'est évident que ce personnage-là est absolument incroyable. Ce visage, avec ce bras qui sort de son visage, qui sort qui est à la place de son nez, qui était un couteau très très grand, mais qui ne va pas forcément planter. Il va le tenir un peu, comment dire, il va le tenir en hauteur sans pour autant le planter. Donc la fixité de la scène, alors que cette scène est en mouvement, peut rester fixe, et ce d'une manière intemporelle parce qu'elle est peinte ainsi, et que c'est la fonction même de la peinture, c'est de ne rester que sous une forme fixe, ou alors comme une photographie d'un mouvement aussi. Sauf que cette photographie de ce mouvement est plus importante que le mouvement lui-même, puisque effectivement on voit que eh bien, il y a un temps infiniment long dans chaque microseconde que constitue le mouvement, cette scène qui enchaîne ces microsecondes dans une activité qui est surréaliste, qui n'a aucun sens à part de faire souffrir, c'est damné, uniquement. Voilà, je vais m'arrêter sur cette analyse vidéo de cette peinture. Donc voilà, on constate que effectivement les membres sont un peu moins raides chez Damné que dans Bosch, donc il y a
il y a un peu moins de stress, mais il y a quand même toujours du stress parce que c'est quand même des postures, vous voyez, quand même assez tendues, anxieuses. Donc voilà, il y a une tension diffuse dans l'atmosphère générale de cet ensemble. Et puis, ce qui est incroyable, oui, c'est cette. Bon, pour les premiers personnages, on retrouve Bosch, et puis pour les personnages à l'arrière, on voit cette gueule s'ouvrir qui est typique de Maître de Blesse. Et là, on voit effectivement que, évidemment, là, c'est, comment dire, c'est l'heure de pointe dans les métros surchargés de Paris, ou alors c'est des salles de, que sais-je, de concerts surchargées. Enfin voilà, ça s'entasse au point que ça devient une sorte de steak haché indiscernable. Donc il y a une confusion des chairs dont ce personnage, vous voyez au centre ici, tente de s'en échapper pour sauver son individualité comme il le peut, mais non, il est retenu ou rattaché, ou on ne sait pas trop, d'un très ambigu par ce gardien avec ce javelot, enfin cette lance, tout comme l'autre qui maintient ces personnages qui craignent et qui se plaignent d'être les futurs entrants dans cette gueule où finalement ils vont tous entrer les uns après les autres, quoi qu'il en soit. Donc c'est plutôt un mouvement de gauche vers la droite que de droite vers la gauche. Et effectivement, eh bien, cette peinture a la particularité métaphorique de montrer le sort attendu à tous les transgresseurs, voyous, destructeurs qui sèment le chaos et l'agressivité euh, socio-relationnels autour d'eux dans notre époque. Donc c'est un tableau qui fait peur parce que ceux qui se sentent concernés par presque une non-culpabilité dans la façon de faire du mal aux autres et à plein de choses, évidemment, peuvent se sentir concernés par ce type d'enfer, mais qui est un enfer tellement, enfin, tellement occupé par une forme de mise en scène, une imagination telle que on est tout à fait en même temps loin des enfers tels que cela peut être représenté de manière assez nette et simplifiée dans la Bible. Non, là, il s'agit vraiment d'histoire de l'art. On est dans l'art pur, on est dans la fantaisie, dans l'humour, on est aussi dans l'extravagance, dans une forme de critique justement des autorités de l'époque, que ce soit des autorités religieuses ou des autorités barbares ou des autorités de la garde militaire, ou tout simplement une ouverture, une perspective métaphysique dans une société sous pression, sous contrôle extrême, une ouverture vers une forme d'interrogation de la condition humaine, on pourrait dire ça ainsi. Voilà, je vous remercie, j'espère que cet exposé vous a paru intéressant. Vous pouvez donc indiquer vos remarques comme vous voulez sur YouTube. Voilà, je vous remercie.